Moi, je mets un peu les pieds dans le plat, mais c'est normal parce que on est tous confrontés à des projets divers et variés qui nous ont, comme vous dites, c'est pas facile d'être monteur de projet dans notre société et en France. Je suis désolée de le dire, c'est beaucoup plus difficile en France que dans d'autres pays où on nous soutient dès qu'on a des innovations et qu'on veut innover en éducation. Donc moi, je reviens toujours sur les socles communs. Comment, dans vos structures, vous pouvez répondre à ces socles communs, parce que c'est exactement ce qu'on va vous demander, et c'est pas forcément évident de créer des écoles où on soit libre, qu'on utilise, qu'on suive l'enfant vraiment dans son propre développement, dans ses propres intérêts, dans son propre désir, en ayant en tête qu'on est des écoles et qu'on doit répondre aux attentes, et à la fois de l'éducation nationale, mais aussi pour eux, s'ils veulent un jour intégrer d'autres structures. Et entre parenthèses, je voulais quand même reprendre aussi ce que disait Charlotte sur porteur de projet par rapport à la motivation de nos enfants. Moi aussi, j'ai un enfant neuroatypique qui m'a poussée à créer l'école Montessori Internationale de Nice. Et je disais toujours au départ, je le fais pour mon fils, parce que rien ne répond à ses besoins, même en école Montessori, je le souligne. Et au final, pas à pas, en montant la structure, je me suis dit, mais en fait, c'est pour toi, tu le crées, cette structure. C'est toi qui aimes être auprès de l'enfant, c'est toi qui accompagne les parents, etc. Et en fait, le projet, comme disait Charlotte, oui, c'est le projet. On a une émulation, quelque chose, une motivation au départ, mais on le fait pour nous, parce que ça nous porte. Et sinon, on arrêterait, comme tu as souligné, Pascaline, parce que c'est pas facile. Donc juste, voilà, ce côté des socles communs, si chacune peut en répondre. Oui, alors le socle commun, on s'est posé la question aussi, effectivement, puisque c'est une des exigences, l'exigence principale du ministère de l'Éducation. Donc dans notre futur établissement, on établira des carnets regroupant toutes les compétences du cycle de chaque enfant, et on le complétera au fur et à mesure de ses apprentissages. Sachant qu'on laisse la liberté par contre dans l'ordre dans lequel il le fera. Et en fait, l'enfant laissé à lui-même, il a envie d'apprendre. Donc il y a plusieurs facteurs qui vont l'amener à compléter ses compétences. Il y en a un, ça va être les projets qu'il va avoir envie d'entreprendre. Donc forcément, et puis on va lui expliquer qu'il y a des étapes. Par exemple, je ne sais pas s'il veut fabriquer un objet, il va peut-être falloir qu'il apprenne à lire pour lire des informations pour apprendre à le construire. Ça dépendra de son âge aussi, mais on va orienter l'enfant en fonction de son âge et des compétences qu'il doit acquérir pour réaliser ses objectifs. Après, il y a aussi beaucoup d'émulation dans le multi-âge, donc les plus âgés vont faire certaines activités, et en général, les petits, ils aiment bien faire comme les grands. Donc on a déjà vu, même dans les fratries, ceux qui ont plusieurs enfants à la maison, s'il y en a un qui fait quelque chose, un aîné, en général, les petits veulent suivre. Donc à l'école démocratique, on refait ça aussi. Ça se retrouve. Les petits ont envie de faire comme les grands. Donc ils vont apprendre à écrire, pour écrire dans les beaux cahiers. Ils vont apprendre à compter, pour faire comme les grands, pour savoir combien de fleurs ils ont ramassé, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est des apprentissages qui vont se faire à travers des projets, à travers la vie en collectivité. Mais ce sera par contre aux adultes de faire le lien avec le socle commun pour pouvoir le compléter. C'est un peu plus facile, puisque du coup, j'interviens auprès d'associations dont les enfants ne sont pas scolarisés, donc je n'ai pas ce socle commun absolument à répondre, pour autant j'y réponds quand même. Pourquoi ? Parce que quand on construit un hôtel à insectes, je travaille la géométrie. On travaille le vocabulaire, on travaille avec des outils, des scies, des vis, etc. Bref, en tout cas, on travaille la confiance en soi. Alors oui, ça répond de façon transverse à un socle commun, mais on y répond. Et lorsque les parents, de toute façon, sont inspectés dans ce cadre-là, je leur dis tout ce qu'on a vu lors des séances. Et lorsque j'interviens dans les écoles en tant qu'animatrice, donc nature, puisque j'interviens aussi, c'est l'enfant
enseignants souvent qui me disent ben voilà, j'aimerais travailler cet élément-là. Par exemple, eh bien, je prends un exemple où on avait travaillé tout ce qui était le cycle de l'eau avec les enfants. Eh bien, j'avais travaillé avec ça avec des CE2, et ce qui m'avait étonné, c'est que des enfants que j'ai de 3 à peu près 6 ans m'avaient posé la même question. Et très tôt. Et pourquoi? Simplement parce qu'on s'était pris une averse et qu'il me dit d'où vient l'eau qui coule des nuages. Et le cycle de l'eau, en fait, est arrivé très vite, alors qu'une enseignante m'avait demandé de l'aborder au CE2 dans une école plus classique. Alors moi, comme Cécilia, Joker, on a fait pareil. On va proposer nos activités sur le temps en dehors du temps scolaire. Néanmoins, en fait, rien n'est dissocié, en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon grand rêve, c'était créer une école alternative. Et j'ai trouvé ça trop compliqué, parce qu'en fait, avant de bouger l'éducation nationale, c'est compliqué. J'admire tous les porteurs de projets, très sincèrement, qui ont entrepris dans des écoles alternatives. J'ai moi-même, quand j'avais l'incubateur social, accompagné le projet d'école démocratique à Toulon, qui ne s'est malheureusement pas fait, mais j'ai accompagné les porteurs de projets et je les ai accompagnés aussi dans la séparation et le deuil de ce projet. Je peux vous dire à quel point de l'intérieur, mais c'est compliqué de créer une école alternative et c'est super important de les avoir, donc merci à tous les porteurs de projets qui entreprennent. Et moi j'ai une conception un peu, vous savez, comme dans la nature avec les abeilles, cette pollinisation en fait que font les abeilles. Nous, avec Graines de conscience, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai posé le mot graines de conscience, ça va être vraiment de polliniser en fait tout l'écosystème de l'enfant, que ça soit les parents, les enseignants, parce que du coup, je reste persuadée que les enseignants, ils sont aussi à la recherche de nouvelles pratiques, et vous le voyez tous dans vos quotidiens, si vous avez des enfants, vous allez avoir des super enseignantes, mais c'est à l'initiative de l'enseignante, parce qu'elle s'est renseignée, elle s'est formée. Et puis du coup, je partage aussi l'opinion que vous avez sur, à la base, on a un déclencheur avec un enfant, mais c'est juste un miroir. Moi, maintenant, je me rends compte, et j'aurais jamais pensé ça, mais j'adore être avec les enfants. Je trouve que c'est extraordinaire, et mon petit garçon a réveillé en fait ce qu'il y avait en moi. Donc merci pour avoir précisé ça aussi. Je vais juste rajouter une chose. Quand j'ai créé Cours Forest, ça bien sûr ça répondait à une problématique, c'est que je ne savais pas où mettre mon fils et je ne savais pas quoi faire de mon deuxième aussi. Alors il n'est pas neuroatypique, mais j'avais envie que cette pédagogie puisse aussi être abordée. Et j'ai eu un gros frein, moi en tant que personne, c'était le frein financier, où les écoles alternatives sont extrêmement chères et je n'avais pas la possibilité d'arrêter de travailler pour m'occuper de mon grand et en même temps payer une école qui était assez chère. Et en tout cas, ce que je trouve abordable dans la pédagogie de la nature par la nature, c'est que simplement, c'est une pédagogie qui ne vaut rien, à part le fait de déconstruire quelque chose, d'aller en avant de certaines peurs de l'enseignant ou de faire appel à un animateur nature. Mais en tout cas, c'est une pédagogie comme la nature est tellement riche de supports, auquel, par exemple, on peut travailler avec les petites sections, on peut très bien, on travaille les lignes horizontales, tiens, on va aller chercher dehors la ligne horizontale, on est déjà dehors. Mettre un pied dehors de la classe et être déjà dehors. Mettre un pied dehors, sa maison, c'est être déjà dehors. Et donc, on est sur la classe du dehors, sur la pédagogie du dehors. Alors nous, pour le coup, on a vraiment beaucoup de matériel pédagogique qui remplit cette fonction. Donc nous, notre rôle, ça va être de ne pas trop intervenir justement et de laisser aux enfants le temps suffisant, en ne surchargeant pas les emplois du temps d'activités extrascolaires. Donc pour que la pédagogie Montessori soit bien appliquée, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait tout le matériel, des éducateurs formés qui savent le présenter, mais aussi respecter le fait que ça puisse être présenté par un enfant à un autre, ou qu'effectivement, comme ça avait été évoqué tout à l'heure, qu'un enfant puisse l'avoir absorbé juste en observant les copains et sache en fait déjà l'utiliser sans qu'on le présente. Et puis le troisième point, c'est qu'il y ait toujours 2h30 à 3h sans interruption d'activité pour que les enfants aient le temps de manipuler le matériel. Parce que c'est par la manipulation qu'ils vont passer de cette activité concrète et palpable à l'appréhension
des concepts abstraits. Donc il est très important qu'au moins le matin, il y ait 2h30 à 3h sans interruption. Et c'est cette liberté de choix aussi qui va leur permettre de manipuler longtemps, seuls ou à plusieurs, le temps nécessaire pour eux, parce que ce qui est très très important, c'est qu'ils apprennent tous à leur rythme. Et ils ne sont pas lents ou rapides, d'ailleurs c'est pas bien d'être lent ou rapide, ils sont rapides ce jour-là, lent un autre, et puis lent c'est très bien aussi, parce que quand on est lent, on intériorise plus. Voilà, donc il y a sans jugement, sans évaluation, sans note, on leur laisse le temps d'apprendre au rythme qui est bon pour eux, pour que l'expérience d'apprentissage soit positive. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est que ce goût d'apprendre avec lequel ils viennent au monde soit préservé, pour qu'ils ne soient jamais dans une démarche « j'aime pas travailler, j'aime pas apprendre, j'aime pas être évalué ». Pourquoi ? Parce que j'ai peur. Donc c'est vraiment la pédagogie de la confiance. Donc il y a ce matériel, et tout ce qu'on met en place pour qu'il puisse être exploité par les enfants, et puis bien sûr aussi la nature, qui est extrêmement présente, l'art et l'exploration aussi en dehors de la classe, et puis à la maison, quoi. Le choix, la liberté. Je vais rajouter aussi quelque chose parce que peut-être pas précisé assez bien, mais dans notre école, on aura un espace Montessori. On aura des intervenants qui viendront présenter diverses compétences qu'ils ont, donc dans tous les domaines, artistiques, sportifs, scientifiques, et on sollicitera l'intérêt des enfants et voilà, pour qu'ils conservent leur joie d'apprendre et on mettra à leur disposition beaucoup de matériel aussi pour susciter leur intérêt et leur curiosité. L'AMF peut vous aider. On est là pour tous. On n'est pas juste là pour des écoles Montessori. Merci. Ça, c'est très, très, très important. On est là pour développer chaque potentialité, vous l'avez dit. Pour chaque enfant, tous les enfants doivent aller à l'école. Tous les enfants. L'école pour tous. Alors, il y a d'autres mots là qui viennent de sortir du chapeau. C'est les ressources, partir des ressources des enfants. Les enfants ont des compétences innées, ils ont plein de ressources, et je pense que les observer, les regarder, c'est ce qui va faire la richesse de l'accompagnement. Ensuite, on a parlé d'émulation aussi. C'est vrai que l'exemple, le grand frère, dans un groupe, le plus grand, puis le tout petit, en fait, c'est ce qui va faire que ces pratiques alternatives vont pouvoir émerger. Et j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot cadre. Dans notre société française, dans les autres sociétés aussi, nous avons un cadre, des fois, qui nous enferme. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai entendu le mot voyage. Donc soyons inventifs, soyons imaginatifs, parce que l'éducation nationale existe depuis très très longtemps. La société est en train d'évoluer et je pense qu'il faut absolument avoir un regard différent et pour apporter à ces enfants qui vivent une autre société que la nôtre, cette possibilité de rêver, d'agir et de devenir des êtres épanouis. Voilà, épanouis. Je crois que c'est le mot qui nous rejoint. Une autre question dans la salle. Est-ce qu'on a le temps encore, Florence ? 5 minutes. Est-ce que je peux juste rebondir sur le mot cadre ? Parce qu'il n'est pas que péjoratif, le mot cadre. C'est-à-dire qu'il est nécessaire aussi parce qu'il est sécurisant. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir un cadre qui soit souple et puis, voilà, des règles et des exceptions. Mais je pense que l'idée, c'est pas non plus proposer une absence de cadre. Et je voudrais aussi juste rajouter un petit truc, c'est que dans le passé, on va dire, on a toujours pensé que l'enfant limite était vide et qu'il fallait le remplir. Et en fait, il y a vraiment un changement de paradigme où maintenant, on comprend que l'enfant a tout en lui. Je vais prendre un exemple dans la nature parce qu'on s'inspire beaucoup de la nature. Dans la nature, quand il y a une graine qui vient sur Terre, est-ce que vous pensez que la graine, elle a besoin d'aide et besoin de quelqu'un pour pousser ? Elle va le faire naturellement. Et du coup, les enfants, c'est pareil, ils ont leur rythme, il faut les laisser aller à leur rythme et il faut arrêter de croire qu'ils sont vides et qu'on a à les remplir. Ils ont tout en eux et on a juste à les accompagner. Ouais. Et les placer dans un cadre où il y a de la terre, de la lumière et de l'eau. Voilà, c'est ça. Ouais. Le cadre est nécessaire et les deux vont avec, ils ne sont pas indissociables. Oui, je voulais le dire, mais j'ai oublié. Nous avons une belle plante là
En fait, cette plante, elle a un tuteur. Voilà, si on peut reparler du cadre, voilà, c'est savoir de temps en temps s'éloigner du tuteur pour permettre en fait des initiatives auprès des enfants. Et puis, je suis tout à fait d'accord. Pour un jeune enfant, pour se construire, il a besoin d'un cadre, mais aussi cette puissance imaginative, créative que vous avez toutes les quatre. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, bonjour à toutes. J'avais quelques questions, je vais faire vite pour que d'autres puissent en poser. Madame Bonnour, vous disiez que vous aviez des besoins de gens qui s'investissent dans votre projet. Quels sont vos besoins et comment on peut s'investir justement? Alors, on a besoin de personnes pour nous aider à trouver un lieu, à grandir ensemble, à former une équipe. Vraiment, parce qu'on avait beaucoup de personnes avec nous, mais la vie a fait que, parce que le projet a débuté en 2021. Donc en 3 ans, il y a des gens qui sont un peu essoufflés parce que c'est long. Ça demande beaucoup d'énergie, comme je disais. Mais si vous avez un peu de temps, un peu d'énergie à mettre pour nous aider à réaliser ce projet, je vous invite à nous rejoindre au stand dans la salle et puis on pourra en discuter. On a une AG qui aura lieu le 30 mars, donc où on parlera plus précisément du projet. Et vous aurez plus d'informations pour savoir si vraiment ça vous correspond et si vous voulez venir nous rejoindre. Très bien, merci. Cécilia, je dis Cécilia et je lui dis tu parce qu'on se connaît. Oui. On se croise souvent sur ce genre de manifestations. Tu dis que ton association intervient à Signes, donc tu travailles avec les écoles du secteur de Signes, c'est ça? Alors, moi j'ai une société, Cours Forest, et je suis prestataire de services de 3 associations. Et ensuite, j'interviens au sein des scolaires et au sein des collectivités territoriales ou des sociétés qui me recrutent en tant qu'animatrice nature. D'accord, donc tu peux faire des interventions sur d'autres secteurs que Signes. Avec grand plaisir, parce que je viens de Toulon. Ah oui, d'accord, oui, oui. Et je reviens juste sur une chose, c'est que, alors on a tous bien sûr compris que la nature fait partie de nous tous et fait partie des pédagogies alternatives. Et j'interroge aussi les politiques, parce que quand on donne l'envie d'avoir de s'implanter un enfant dans un milieu naturel, naturellement cet enfant ne reste pas reste autour de ce lieu. Et ça, c'est plutôt intéressant parce qu'il a envie de s'impliquer. Je suis Seinoise et je vais faire des animations beaucoup à Janas. Et pour autant, vraiment, cette forêt, elle fait partie de moi. J'ai fait enfant des interventions auprès du littoral et j'adore aller faire des interventions auprès du littoral. Donc, clairement, la nature, quand on apprend à un enfant aller en nature, et pourquoi c'est important et pourquoi on en parle, parce que même si elle fait partie de toutes les pédagogies, aujourd'hui, en termes d'expérience et en termes scientifiques, on a un déficit de nature puisque les enfants vont moins de 2 heures en nature par semaine. C'est très peu, ils sont enfermés tout le temps. Donc quand on dit que la pédagogie de la nature, elle est simple, simplement on est un enfant dehors ou un adulte dehors, mais qui va dehors aussi en tant qu'adulte? En fait, il faut qu'elle redevienne au cœur même de nos vies. Merci. Dernière question rapidement pour Madame Rougier-Ibanez. Je n'ai pas bien compris le nom de votre association. Est-ce que vous pouvez me le redonner, s'il vous plaît? Alors, l'association s'appelle l'Accélérateur Social. Et la marque, en fait, de l'association, c'est Graines de Conscience. Graines de Conscience. Et à la fin, vous parliez de Mindset Éducation? Alors, c'est Make Sense Éducation. Et du coup, Make Sense, c'est une association qui existe depuis 10 ans, qui est au niveau national. Et avec 4 entrepreneurs en PACA, on a créé le réseau de la communauté Make Sense Éducation. Vous avez des petits flyers et vous avez le QR code. On a un groupe WhatsApp où j'ai expliqué qu'on est 70 en PACA. Et du coup, si ça vous intéresse, c'est ouvert à toute personne en fait qui a la vision de construire une société durable et inclusive par l'éducation. Donc il y a des professeurs, il y a des parents, il y a des professionnels de l'éducation, il y a des simples curieux. Et en fait, on va se réunir tous ensemble pour se découvrir, monter des projets ensemble, s'entraider. Et c'est ce que je précisais, la prochaine réunion est à Marseille en mai et en juin à Toulon. Et voilà, ça existe depuis 1 an. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour,
Je ne sais pas si ça peut vous aider, Madame Lise Bonnour, mais dans votre réflexion et peut-être dans la concrétisation de votre projet, mais il existe dans la commune d'Arles une école alternative qui me semble correspondre parfaitement à ce que vous avez décrit et qui s'appelle l'école du domaine du possible. Oui, on en a entendu parler. Voilà, effectivement. peut-être qu'en vous rapprochant d'eux, vous pourriez avoir vraiment... parce qu'ils existent depuis 2 décennies, me semble-t-il. Hein. Oui, Voilà. Je vous remercie. C'était mon idée. Donc avec Charlotte, Lise, Cécilia et Pascaline, nous vous remercions de votre écoute. Et donc, elles seront là, pas très loin, si vous avez encore des questions à leur poser. Je vous invite à rejoindre la prochaine table ronde qui s'intitule à 13h30, qui aura lieu à 13h30 et qui s'intitule « Le numérique éducatif, un défi collectif ». Merci à vous tous.